Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à la 30e édition du Paris Finance Forum de Paris Europlace. Je suis Tatiana Haine, experte média chez Euro Business Media et je serai votre MC pendant ces 2 jours. La finance au service de la société, c'est le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour cette 30e édition. 2 jours d'échanges et de débats sur le rôle de la finance dans les dynamiques qui transforment la société, financement de la transition écologique, résilience face aux crises, la finance au service des territoires ou encore la finance et l'entrepreneuriat. Cela n'est qu'une partie des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Près de 2000 personnes sont attendues au cours de ces 2 jours, une trentaine de tables rondes et ateliers sont organisés, une centaine d'experts de très haut niveau sont réunis. Vous avez compris, ça sera 2 jours riches en rencontres et en qualité d'intervenants. Et pour ouvrir cette 30e édition du Paris Finance Forum, je cède la parole au président de Paris Europlace, M. Augustin de Romanet. Bien. Monsieur le ministre, mes chers adhérents, chers amis, mesdames, messieurs, nous sommes ravis d'ouvrir ce 30e événement d'Europlace Paris dans un contexte qui est très porteur. Vous le savez, Paris est désormais la première capitalisation boursière en Europe grâce à ces entreprises très successful dans le monde et notre place financière se renforce chaque jour avec des équipes plus nombreuses et plus talentueuses. Donc, en introduction, j'évoquerai simplement brièvement 3 points. D'abord, les atouts de la place de Paris, ensuite ses défis et ensuite ses menaces. Les atouts. Nous avons 3 principaux atouts. D'abord, une concentration remarquable de très grandes entreprises. Lorsque je reçois des banques espagnoles qui viennent d'un peu plus loin et qui me demandent mais à quel endroit s'installer en Europe pour servir les clients, le travail est beaucoup trop facile. Il suffit de leur montrer les grands corporates qui sont concentrés à Paris. Deuxièmement, un pool de talents exceptionnel. Vous le savez, avec nos écoles de business, avec nos écoles d'ingénieurs, nous avons le meilleur talent d'experts et de scientifiques. Talent d'ailleurs qui sera irrigué quand la ligne 18 du Grand Paris Express permettra d'aller du 5e arrondissement à Saclay en transport en commun facilement. Et enfin, troisièmement, nous avons un environnement réglementaire et législatif qui s'est considérablement amélioré depuis 2015. L'un des facteurs d'attractivité de la place de Paris, c'est suffisamment rare pour le souligner, c'est la qualité des régulateurs français. C'est donc en fait la qualité de cette bureaucratie au service de la réglementation, je pense notamment à la CPR et à l'AMF. Et puis, beaucoup d'autres dispositions sont survenues depuis 2015. Je citerai le CICE, la loi El Khomri, le régime des impatriés, le barème des prud'hommes. Croyez le chef d'entreprise que je suis, c'est une vraie simplification que d'avoir encadré le barème des licenciements, la fiscalité du patrimoine et des revenus financiers, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production. Ce cocktail est gagnant et la seule chose que nous réclamons au gouvernement à corps et à cri, la seule revendication de Paris Europlace, c'est la stabilité. Mais il faut accepter de reconnaître que quand les choses vont bien, elles vont bien, et tous les efforts qui ont été faits depuis 10 ans sont suffisamment remarquables pour qu'on n'aille pas chercher la petite bête en réclamant des mesures supplémentaires. Ça, c'était la première partie de mon propos, les atouts. La deuxième partie, ce sont les défis. Je me limiterai à les citer parce qu'ils vont être beaucoup évoqués dans ces journées. Le premier, c'est la transition écologique et le défi de son financement. Yves Perrier sera dans une table ronde tout à l'heure pour expliquer toute la réflexion qui a été celle de l'Institut de la finance durable. Le deuxième défi, donc je n'y reviens pas, c'est l'environnement juridique et financier stable. Et le troisième défi, c'est la simplicité. Et au sein de Paris Europlace, nous sommes attentifs à ce que, notamment, les entreprises ne soient pas conduites à avoir des normes de reporting extra-financiers qui viennent de partout. Et donc, nous sommes attachés à ce qu'entre l'EFRAG, qui est l'organisme européen chargé de définir ces normes extra-financières, et l'ISS, la convergence survienne.
Et enfin, le troisième et dernier point de mon propos, ce sont les menaces. Je me limiterai à 3 menaces. D'abord, l'instabilité réglementaire, avec notamment des idées qui ne seraient même pas sélectionnées pour les éliminatoires du concours Lépine. Je pense à la taxe sur les transactions financières intraday. Je suis sérieux tout de même, c'est un point qui a été discuté au Parlement récemment. Alors, taxer les transactions financières intraday, ça veut dire en réalité faire fuir de la cote toutes les entreprises dont la liquidité est grande. Deuxième sujet, la remise en cause des modèles économiques de distribution des produits financiers en France et en Europe. Prenons garde à ce que la suppression de la faculté de rétrocession sur les produits financiers ne réserve le conseil aux plus riches. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, ça n'est pas ce que nous voulons pour la France. Et enfin, troisième menace, particulièrement sensible pour les assureurs, je citerai la transférabilité de l'antériorité fiscale de l'assurance vie, qui réduirait la durée des investissements et les capacités de financement de l'économie à long terme. Voilà en résumé ce que je voulais dire en introduction. Je remercie chaleureusement les partenaires de notre événement, dont vous voyez tous les noms s'afficher sur les différents kakémonos, donc je ne citerai pas tous. Je veux simplement leur dire que je suis particulièrement sensible à leur engagement parce que, croyez-le, faire vivre l'association au jour le jour, et je remercie Jean-Charles Simon, le délégué général qui est ici, et Olivier Vignat, qui ont repris le flambeau d'Arnaud de Bresson. Faire vivre une association comme ça au jour le jour, ça n'est pas facile. Et la quantité de sponsors de cet événement qui nous permet de l'autofinancer est particulièrement précieuse pour nous. Voilà. Avant de céder la parole au ministre délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure, je voudrais le remercier très chaleureusement, alors même qu'il est au cœur des débats parlementaires sur le projet de loi Industrie verte. Il vient de finir les premiers travaux au Sénat, il va continuer à l'Assemblée nationale. Nous savons ce que c'est que l'emploi du temps d'un ministre qui défend un texte au Parlement, un projet qui est très important pour la place de Paris, qui est parfaitement aligné avec les perspectives qui sont les nôtres de décarbonation de l'industrie, de réindustrialisation et de renforcement de l'économie française. Donc merci infiniment, Monsieur le Ministre, de bien vouloir ouvrir ce Paris Air Forum 2023. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Augustin, Monsieur le député et Président, cher Pascal Canfin et cher ami, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous et à tous. Vous le savez sans doute, j'ai moi-même commis quelques années dans ce secteur merveilleux qu'est celui de la finance, et donc j'ai passé quelques forums Paris Europlace dans la salle ou à distance. Je dois avouer que ça me fait un peu drôle de me retrouver ici, ministre siégeant à Bercy, en charge d'inaugurer cette rencontre. Si on m'avait dit il y a quelques années que je serais là parmi vous, j'aurais dit vous êtes complètement fous, comme quoi la vie promet quelques détours qui sont au fond passionnants. Et en tout cas, je suis particulièrement heureux évidemment de pouvoir être là parmi vous aujourd'hui pour ces deux raisons. Je représente Bercy et j'ai été des vôtres. Il y a 30 ans, tu le disais, Paris Europlace a 30 ans, un certain nombre de visionnaires lançaient cette initiative de place. Je pense notamment à Marc Viennot, qui présidait la Société Générale à l'époque. On me dit que c'est Maurice Lévy, évidemment, qui a inventé le nom, Paris Europlace. Depuis, il a d'autres actifs à son actif. Vivatech, qui est un succès absolument exceptionnel, c'est lui aussi. Et donc, je voudrais, à travers eux, les visionnaires de 1993, imaginer que Paris puisse être, à l'époque, on était, je vous le rappelle, en pleine crise financière, en récession, l'euro n'existait pas, les taux d'intérêt faisaient le yo-yo tous les jours et on se demandait si l'Europe allait tenir. Être sacrément visionnaire pour lancer cette initiative. Et au-delà de ces visionnaires qui ont lancé la machine, je voudrais aussi saluer chaleureusement Augustin de Romanet, son président, Jean Lemierre, son vice-président, et Yves Perrier, qui je pense est dans la salle. Vous êtes, je dirais, à la tête d'une sacrée initiative qui, 30 ans après, montre que les visionnaires ont eu raison. Et vous en avez fait, vous et vos prédécesseurs, je dirais une marque absolument exceptionnelle qui reflète aussi aujourd'hui un vrai succès exceptionnel de la place financière elle-même. Donc je voudrais vraiment qu'on t'applaudisse, Augustin, et à travers toi, tous tes prédécesseurs, parce que vraiment chapeau, vous avez été exceptionnels. Aujourd'hui, la place de Paris a une attractivité unique. On l'a vu ces dernières années, j'y reviendrai dans une seconde, les banques d'investissement américaines ont annoncé plus de 1600
équivalents temps plein en plus à Paris. On me dit qu'elles envisagent d'en mettre 500 de plus dans les 2 ans qui viennent. Vous êtes la première place d'Europe continentale pour la gestion d'actifs pour compte de tiers. J'en profite pour resaluer Yves Perrier qui a fait un champion mondial de l'asset management basé en France et qui rayonne dans le monde entier. Vous avez à vous tous 25% des parts de marché européennes. Nous sommes la 2e place de domiciliation des fonds alternatifs, 18% de place de marché après l'Allemagne. Et tu l'as dit, vous êtes une des premières places de cotation européenne. On me dit que la Suède n'est pas très loin, mais bon, bravo, vos succès sont absolument exceptionnels. Bon, il faut le reconnaître, on se souvient tous, je pense, où on était il y a 7 ans, presque jour pour jour, le 23 juin 2016, les Anglais nous ont un peu aidés, mais savoir saisir sa chance, si je puis dire, parce que je reste convaincu que le Brexit était une folie. Il l'a été pour le Royaume-Uni et je pense qu'il nous le montre presque tous les jours. En tout cas, ils nous l'ont montré sans discontinuer depuis 7 ans. Je reste convaincu que c'était aussi une erreur pour l'Union européenne. Ils ont choisi, à nous de nous y adapter. Et en tout cas, la place de Paris a su saisir cette chance, à toute chose malheur est bon, pour faire du Brexit une opportunité. Évidemment, représentant le gouvernement, je vais vous faire un peu l'article. Je pense que nous avons fait aussi un certain nombre de choses. Nous avons pris un certain nombre de mesures depuis 6 ans courageuses. Tu appelles à la stabilité, mais je pense que cette stabilité suivra 6 ans de réformes fortes qui, je pense, ont elles aussi contribué à l'attractivité de la place de Paris. La réforme de la fiscalité, du capital, la réforme de l'ISF, la réforme du marché du travail, mais plus généralement notre capacité à faire de la France le premier pays en termes d'attractivité d'Europe, a clairement, je pense, contribué aussi à faire de la place financière de Paris la première place financière d'Europe. Vous êtes leader de l'investissement responsable. J'y reviendrai puisque je parlerai du projet de loi Industrie verte. C'est essentiel. Nous souhaitons ensemble, et je le dis devant Pascal Canfin qui y œuvre tous les jours à Strasbourg et à Bruxelles, nous devons ensemble créer la finance de demain. Et la finance de demain, soyons clairs, elle sera responsable ou elle ne sera pas. Évidemment, pour des raisons de rentabilité financière, je crois fondamentalement que dès qu'on aligne l'horizon, notre capacité collective à investir dans la pérennité est la seule manière d'assurer notre pérennité collective, mais aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales. Nous sommes le leader en innovation. J'ai été le rapporteur général de la loi Pacte. Je me souviens qu'à l'époque, on envisageait des mesures qui permettraient de réguler sans surréguler les crypto-plateformes. Je pense qu'on a trouvé à l'époque un bon équilibre et qu'aujourd'hui, en tout cas, la place de Paris est pionnière avec 80 acteurs enregistrés aujourd'hui à l'AMF, avec du coup un des principaux hubs européens pour les actifs numériques. Vous avez levé plus de 2,8 milliards pour les fintech, faisant là aussi de la place de Paris un hub de l'innovation. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que les succès se poursuivent. Il faut être très clair, vous faites face aujourd'hui à un environnement risqué, volatile, pas facile. Les taux d'intérêt viennent de vivre une hausse qu'on n'avait pas vue depuis des années. Je parlais tout à l'heure de 1993. Les anciens se souviennent qu'à l'époque, pour d'autres raisons, les taux d'intérêt avaient fortement et dans une période extrêmement courte monté. Je pense qu'il faut remonter à 30 ans pour avoir une hausse de taux de cette ampleur. Tout ceci est lié en partie évidemment à la hausse de l'inflation également. Plus généralement, on sort d'une quarantaine d'années de dérégulation, de globalisation, d'ouverture et de croissance absolument exceptionnelle, qui a eu une face lumineuse, il faut le reconnaître. On a sorti 1 milliard de gens de la pauvreté, qui a eu aussi une face sombre. On parlait d'environnement tout à l'heure, la pression sur la planète a été évidemment extrêmement forte de ce fait. Elle a eu une face sombre aussi sociale, avec des inégalités qui ont eu tendance à s'accroître un peu partout. En France, nettement moins qu'ailleurs, vous le savez, soyons fiers de notre modèle social, mais globalement, reconnaissons ensemble que l'ouverture forte des marchés à la fois réels et financiers depuis une quarantaine d'années a eu une face lumineuse qu'il faut garder, mais une face sombre que nous devons ensemble corriger. Je crois fortement que cette période de turbulence va sans doute durer un peu, mais qu'on n'entre pas dans un
cycle durable de hausse immodérée des taux et de l'inflation qu'on a connu dans le passé. Là encore, les anciens se souviennent des années 70. Je crois à l'indépendance des banques centrales, je crois à la capacité des autorités à réguler tout ça. Je crois aussi aux forces du progrès et de l'innovation. Et je crois, je vais y revenir en conclusion parce que c'est essentiel, que la révolution industrielle verte est une opportunité économique, une opportunité de croissance, à condition de bien la financer et de bien l'accompagner, que du coup les ressources qui vont nous permettre de retrouver le chemin de la croissance sans trop d'inflation sont devant nous. Mais nous faisons évidemment face, vous faites face à un environnement extrêmement incertain, géopolitique, énergétique, les chaînes de valeur qui ont été elles-mêmes dérangées, je dirais, dans le cadre de la Covid et depuis la guerre en Ukraine. Nous avons mieux résisté que d'autres en 2022. Quand on regarde les levées de fonds, par exemple, elles ont continué à croître en France, là où elles baissaient fortement en Europe, aux États-Unis et en Allemagne. Mais il faut reconnaître que les chiffres du début de l'année 2023 ne sont pas très bons. Donc les levées de fonds en France, c'est 13,5 milliards d'euros en plus l'année dernière, mais une forte chute en début d'année. La France reste donc première, là encore, de l'Europe pour les levées de fonds. C'est tant mieux. Nous avons besoin de financer l'économie réelle. Le ministre de l'Industrie a besoin de vous pour financer la révolution verte, mais nous faisons face clairement à un environnement volatile. Et puis, reconnaissons-le aussi, nous faisons face à un défi majeur du côté du marché du travail. J'imagine que c'est votre cas à vous tous et à vous toutes, mais quand moi je parle à des industriels et que je leur demande quelle est votre première contrainte, ils me disent « je n'arrive pas à recruter ». Et donc le défi de la manœuvre est un défi énorme. On a aujourd'hui un taux de chômage le plus bas depuis 20 ou 30 ans, on a un taux d'emploi des jeunes le plus haut qu'on n'a jamais eu en France, on reste pour autant aux alentours de 7% de chômage. Et donc le défi majeur des années qui viennent, vous savez que le président de la République en a fait une part essentielle de son programme, c'est le plein emploi. On a fait beaucoup de choses, je pense, pour ce qui est de la réforme du marché du travail. On a un enjeu majeur, et sans vouloir trop commenter les événements récents, je pense que les inégalités géographiques face au marché du travail sont un des défis majeurs des années qui viennent. On a encore des zones en France où on a 10, 15, parfois 20% de chômage. On a des zones en France où le plein emploi est déjà très largement rempli, 3-4% de chômage dans le Maine-et-Loire et autres. Et notre capacité à rejoindre les uns et les autres, à aller chercher, à former, à donner envie, y compris d'industrie, à des jeunes qui aujourd'hui en sont éloignés, va sans doute faire partie des solutions majeures à cette quête absolue qui doit tous nous occuper du plein emploi. Alors vous avez choisi comme thématique aujourd'hui la finance au service de la société. Bravo, c'est un très bon thème, n'est-ce pas Pascal ? Et évidemment, le ministre de l'Industrie que je suis, Pascal aura l'occasion sans doute d'élargir le propos, voudrait vous parler de la révolution industrielle à l'œuvre. L'industrie verte, au-delà du projet de loi dont je vous présenterai rapidement les détails, qui est un maillon essentiel de cette révolution, c'est une vraie révolution industrielle. Nous avons à notre portée les conditions de la compétitivité, de la productivité et de la prospérité de demain. Être capable de rassembler économie, écologie, qu'on a tendance souvent à opposer, c'est évidemment un défi majeur, c'est un défi extrêmement enthousiasmant, c'est un défi qui va nous permettre aussi de nous réconcilier avec une part de notre jeunesse qui nous reproche, je suis sûr que c'est votre cas à vous aussi tous les jours, de ne pas en faire assez. J'aime à dire, l'industrie c'est 20% du problème, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est un peu plus ailleurs, c'est 100% des solutions. Si on souhaite pouvoir embrasser cette révolution industrielle, on va devoir évidemment, je vais y revenir dans une seconde, la financer, et pour ça, on va avoir besoin de vous. Vous le savez, les besoins financiers sont extrêmement importants, vous avez sans doute lu en détail, et pas seulement les quelques lignes sur l'ISF vert, tout le rapport de Jean Pisani et de Selva Mahfouz, qui disent qu'on va avoir besoin de 60 milliards d'euros de plus par an pour la décarbonation du pays. J'ai eu le plaisir de présenter devant la Première ministre au Bourget il y a une dizaine de jours la feuille de route de décarbonation des 50 sites les plus émetteurs de France qui, à eux seuls, représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. Décarboner l'industrie, c'est efficace. Si on décarbone ces 50 sites qui sont des aciéries, des métalleries, des alumineries, des cimenteries, on fait 60% du boulot. C'est pas cher. C'est beaucoup moins cher de décarboner un grand site industriel à l'euro de la tonne de carbone évité que de décarboner les logements, les transports routiers, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire non plus. Mais décarboner l'industrie, c'est vraiment une des priorités
Et le président de la République, qui réunit un conseil de la planification écologique demain, aura sans doute l'occasion d'y revenir dans le cadre de cette réunion. En tout cas, sachez que l'industrie fait sa part du boulot, en partie, je le disais un peu rapidement, parce que les industriels, eux aussi, ont des enfants qui tous les soirs leur demandent ce qu'ils font pour la planète. Vous avez entendu votre ami Patrick Pouyanné disant j'ai promis à mes petits-enfants que Total serait carbone neutre, je pense, d'ici 2030 ou 2034. Vous avez sans doute toute cette pression. C'est aussi évidemment un besoin essentiel d'attractivité des métiers. Si on souhaite aujourd'hui remporter la guerre des talents, nous avons besoin de convaincre les jeunes et les moins jeunes que les entreprises dont nous avons la charge sont aujourd'hui à fond dans cette logique de décarbonation. Et puis vos clients, vos actionnaires, dont un certain nombre sont dans la salle d'ailleurs, vous le demandent évidemment tous les jours. Moi, je suis convaincu qu'on a vraiment changé de culture, y compris d'ailleurs dans ce qui vous concerne, dans ce que vous connaissez, qu'on appelle rapidement l'investissement socialement responsable. Pendant très longtemps, on a parlé de rapports, on a parlé de notation, on a parlé d'annexes au rapport annuel. Aujourd'hui, l'investissement responsable, la production responsable, la transition écologique sont des réalités opérationnelles. Et vous avez sans doute aujourd'hui vocation, et je vais y revenir, c'est important, à nous aider dans cette transition. On est aujourd'hui, je le disais, au cœur d'une nouvelle révolution industrielle. Avec toute révolution industrielle vient une révolution des infrastructures. Dans les années 50, 60, 70, 80, on a dû construire les infrastructures, les lignes haute tension, les autoroutes, les lignes TGV, les centrales nucléaires qui nous ont permis d'accompagner la globalisation dont je parlais tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui un besoin criant de nouvelles infrastructures. On va avoir besoin de capter du carbone, on va avoir besoin de le faire circuler, on va avoir besoin de l'enfouir et de le renvoyer là d'où il vient, au fond de la mer du Nord ou ailleurs. On va avoir besoin de construire des capacités électriques, des éoliennes, du solaire, du nucléaire. On va avoir besoin de construire de l'hydrogène et d'en fabriquer beaucoup et pas trop cher pour pouvoir décarboner. Ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier à partir de charbon. On est capable aujourd'hui de faire de l'acier à partir de l'hydrogène, mais pour ça, il faut produire beaucoup d'hydrogène. Toutes ces nouvelles infrastructures doivent repenser un nouveau modèle d'affaires. Et pour ça aussi, on va avoir besoin de vous. Un modèle d'affaires dans lequel les activités sont régulées, dans lequel les activités sont subventionnées. On sait bien que la transition écologique, à court terme aujourd'hui, elle n'est pas toujours rentable. Le rôle de l'État, le rôle de la puissance publique, c'est de rendre rentable ce qui ne l'est pas, en allongeant l'horizon des industriels, en leur donnant le temps d'organiser les investissements et donc, au passage, en subventionnant une partie, de manière à allonger l'horizon de tout le monde. Mais nous allons avoir besoin de vous pour financer ces infrastructures avec des modèles qui seront eux aussi sans doute rentables à long terme, mais qui à court terme vont s'accompagner d'investissements importants. Et de ce point de vue-là, si j'ai un message à vous donner à tous et à toutes, et c'est difficile, dans un moment de volatilité, dans un moment où les taux d'intérêt font du yo-yo et ont tendance à monter, dans lequel le géopolitique est au cœur de nos préoccupations, allongez l'horizon. Allongeons tous l'horizon. Je peux vous dire que c'est difficile aussi d'allonger l'horizon parce qu'alors c'est quelque chose quand on fait de la politique. On a parfois tendance à penser un peu trop au sondage de demain ou à l'élection d'après-demain. Mais moi, une des raisons essentielles pour laquelle je me suis lancé en politique, c'est pour ça. Pour tenter, dans nos décisions au quotidien, de pouvoir regarder à long terme. Faites-en de même. Le financement de la transition écologique, ça va payer économiquement, socialement, financièrement et politiquement, à condition de regarder à long terme. Qu'est-ce que vous allez y gagner? Du rendement, j'en suis convaincu, à long terme. Sans doute des couples rendement-risque meilleurs, parce que la volatilité du climat, des catastrophes naturelles, la volatilité politique aussi qui va avec, tout ça, c'est des choses que vous n'aimez pas. On a aujourd'hui, vous le savez, des projets massifs qui ont déjà été lancés. Un certain nombre d'entre vous y ont participé. On a des usines de batteries qui fleurissent dans le Nord. On va créer des grandes usines de médicaments, de microprocesseurs. On va aussi en profiter d'ailleurs pour améliorer notre souveraineté. Bref, les projets ne manquent pas et donc intéressez-y-vous. Vous avez déjà commencé à le faire et je vais conclure par ça. Quelques mots du projet de loi Industrie verte et vous remercier. Vous avez été très présent dans ce qu'on appelle le fonds Tibi 1. Donc Philippe Tibi qui nous avait proposé collectivement de faire en sorte que la place s'organise
pour financer l'innovation, ça a été un succès. Vous vous êtes collectivement engagés à Tibi 2, à hauteur de 7 milliards d'euros, avec 28 investisseurs institutionnels, donc 27 financiers et un industriel. J'espère que les industriels vont s'intéresser à cette initiative de plus près. Ce fonds Tibi 2, il va permettre de financer ce qui m'est très cher, l'industrie de demain, ce qu'on appelle la deep tech, donc les start-up industrielles qui ont besoin de capital à long terme pour financer leurs premières usines, la transition écologique, la transition énergétique, la décarbonation. Merci de vos engagements. On est aujourd'hui à 7 milliards. Alors j'en profite pour faire un petit appel. Tibi 1, les engagements étaient de 5, vous avez livré 6. Sur Tibi 2, vous êtes engagé à 7. N'hésitez pas à livrer 8, 9 ou 10. Tout ça est évidemment extrêmement important. Et donc je terminerai, tu l'as dit Augustin, par vous dire quelques mots de ce projet de loi Industrie verte, qui est un maillon de la chaîne. Ce n'est pas une révolution en tant que telle, mais c'est un maillon essentiel. Quand vous demandez aujourd'hui à un industriel, ce dont il a besoin pour livrer, ce dont il a besoin pour s'installer, et que cet industriel soit le patron d'une ETI dans le Maine-et-Loire ou Elon Musk, il vous dit toujours la même chose. J'ai besoin de foncier, j'ai besoin de stabilité, mais surtout d'accélération des procédures, j'ai besoin de financement et j'ai besoin de talent. Donc le foncier, on va s'en occuper, on va cataloguer, catégoriser les friches industrielles qui aujourd'hui sont disponibles en France, de manière à pouvoir, là encore, réconcilier économie et écologie, de pouvoir développer de l'industrie en évitant d'artificialiser nos sols de manière trop excessive. Et donc on est capable de faire les deux, à condition de donner aux industriels la connaissance et l'information des sites qui sont disponibles et d'accélérer leur dépollution, parce que souvent, ce n'est pas aisé. Vous savez qu'aujourd'hui, quand un industriel quitte un site, il a un certain nombre de créances. Des créances sociales, évidemment, vis-à-vis de ses salariés. Il doit payer les salaires. Des créances fiscales et sociales vis-à-vis du gouvernement. Il n'y a pas aujourd'hui de créances environnementales. Nous la créons et nous la seniorisons. Et donc, demain, quand un industriel quittera un site, il aura une créance environnementale qui sera très haut dans l'ordre de seniorité et qui devra l'obliger à dépolluer et l'obliger aussi, au fond, vis-à-vis de la société. On doit simplifier, accélérer les procédures. Aujourd'hui, installer une usine en France, ça prend 18 mois avant que la première pierre soit posée, d'autorisation réglementaire. Ces autorisations sont parfaitement justifiées. On a des autorisations environnementales, on a des autorisations de respect de la biodiversité. On a évidemment des permis de construire. Le problème, c'est que ces autorisations aujourd'hui, elles sont successives en France. Et donc au total, là où les Allemands mettent 7 à 9 mois, nous on a tendance en moyenne à en mettre 18. Et donc on va paralléliser ces autorisations de manière à ramasser la procédure et à la rendre plus courte. On va traiter de manière collective des projets d'intérêt national, des grands projets industriels dans lesquels plusieurs projets sont concentrés. On pense par exemple au port de Dunkerque, qui est une zone absolument exceptionnelle aujourd'hui. Franchement, je vous engage à y aller. On a à la fois des industries d'hier qui sont en train de se décarboner, des industries d'aujourd'hui et de demain qui sont en train d'arriver. Tout ça avec des élus locaux de tous bords qui sont extrêmement alignés. On a vraiment aujourd'hui une révolution industrielle qui se passe à Dunkerque. Il faut qu'on puisse aider ces grandes zones à se développer. Il faut du talent. Et vous le savez, puisque vous y faites face aussi, c'est le nerf de la guerre. Alors, Augustin a dit que les ingénieurs français étaient merveilleux et qu'ils permettaient aujourd'hui de rendre la finance plus attractive. Laissez-nous nos ingénieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs de la finance. On en a besoin. On a besoin d'ingénieurs pour fabriquer, pour inventer, pour rénover, pour construire. Et mon rôle, en tout cas, et là-dessus, on va être en compétition les uns avec les autres, c'est de rendre l'industrie de plus en plus attractive. Quand vous demandez à un jeune ce qu'il pense de l'industrie, il vous dit encore trop souvent « ça pollue, c'est pénible et ça ne paye pas ». Bon, l'industrie, ça paye, l'industrie, ça dépollue, et l'industrie, c'est de moins en moins pénible. Et nous avons, au fond, tous un rôle collectif pour rendre l'industrie attractive, pas seulement pour les ingénieurs, mais pour tous les métiers qui vont faire cette révolution industrielle une réalité. Et puis, je finirai par là, ils ont besoin de financement. Et pour ça, on a besoin d'argent, on a besoin de votre argent. On crée un certain nombre de produits
dans le cadre de ce projet de loi, on souhaite que l'assurance vie soit davantage investie dans l'industrie verte, et notamment dans le non-coté, qui est une manière de financer des entreprises de taille petite, intermédiaire, du capitalisme familial, qui reste encore trop souvent en France financé par le crédit et pas assez par le capital. On crée un produit absolument fantastique qui s'appelle le livret Avenir Climat, qui sera réservé aux jeunes, moins de 18 ans, qui sera disponible dès la naissance, qui permettra à des parents, à des grands-parents d'investir pour leurs petits-enfants 50, 100, 500, 1000 euros qui pourront fructifier jusqu'à 18 ans, interdiction d'y toucher, sauf exception vraiment exceptionnelle, jusqu'à 18, voire même 25 ans pour ceux qui souhaitent continuer à le faire prospérer, investi dans l'industrie, investi dans les actions, investi dans l'industrie de la décarbonation. On est en train de préciser évidemment tout ça, il sera voté, je l'espère, très majoritairement à l'Assemblée dans les jours qui viennent. Il sera ensuite évidemment réglé en concertation avec la place. Mais on a les moyens aujourd'hui de rendre l'investissement véritablement vert. Le livret de développement durable et solidaire aujourd'hui ne l'est pas vraiment. De parfaire la culture de nos concitoyens vis-à-vis de l'investissement sur les marchés financiers, d'allonger l'horizon de tout le monde et de faire en sorte qu'on ait véritablement de l'argent disponible pour financer cette révolution industrielle. Vous l'avez vu, du coup, vous le comprenez, on a un programme assez chargé, on a besoin de vous pour nous accompagner dans ce programme absolument exceptionnel. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, la France et l'Europe ont un avantage. Nous avons, je dirais, pris un peu de retard dans la révolution technologique. Nous avons aujourd'hui des start-up extrêmement dynamiques en France, mais il faut reconnaître qu'on a un peu patiné au départ et qu'aujourd'hui les États-Unis sont les champions de la révolution technologique. En Europe, aujourd'hui, il y a plus de brevets sur l'hydrogène qu'il n'y en a nulle part ailleurs au monde. Donc saisissons-nous ensemble de cette révolution, qui est une révolution industrielle, mais qui est aussi une révolution de l'industrie de la finance. J'avais commencé par vous féliciter sur votre première place européenne. Aujourd'hui, Paris, c'est la place financière qui compte en Europe. Faisons en sorte que dans 30 ans, celles et ceux qui seront dans cette salle seront tout aussi fiers d'avoir fait de Paris la première place financière verte. Merci à tous et à toutes et très belle journée.